Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la peste des petits ruminants. Et tout naturellement, le plan que je vous propose, c'est le plan d'un cours de pathologie infectieuse où nous parlerons de la définition de l'agent étiologique, du mode de transmission, de la symptomatologie, de la prise en charge éventuellement s'il existe, et puis de la prévention. La prévention comprendra tout naturellement la prophylaxie sanitaire et les mesures de prophylaxie médicale. En définition, je dirais que la peste des petits ruminants est une maladie infectieuse, très contagieuse, qui touche les petits ruminants domestiques et sauvages. Eh bien, pour contextualiser cette pathologie, nous dirons que nos parents Touareg l'appellent Changa, les Hausa l'appellent Zagao, et enfin, nos parents Peul l'appellent Loso. Elle a été décrite pour la première fois en 1982 en Côte d'Ivoire par Gardenec et Lalanne. D'un point de vue étiologique, il faut dire que la peste des petits ruminants est due à un virus appelé le virus de la peste des petits ruminants. Il est du groupe des morbillivirus et de la famille des Paramyxoviridae. Eh bien, c'est un virus à enveloppe sur laquelle se trouvent des spicules de type H ou hémagglutinine et de type F qui sont des spicules de fusion. Et enfin, il y a le matériel génétique qui est composé de protéines et d'une polymérase. En ce qui concerne la répartition géographique de cette pathologie, ici nous avons la carte de la répartition selon l'Office international des épizooties. Nous constatons que c'est une maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient jusqu'en Inde. En ce qui concerne le mode de transmission, il y a essentiellement deux modes de transmission. Le mode de transmission direct et le mode de transmission indirect. Lors de la transmission directe, les animaux infectés excrètent des grandes quantités de virus par le jetage, par les larmes, par la salive, par la matière fécale. Et bien des très fines gouttelettes de matière virulente vont se former lors de ces sécrétions et lors de ces excrétions et qui contaminent l'air ambiant. Ainsi, les animaux s'infectent en inhalant, d'où la transmission rapide de la maladie quand le contact entre les animaux malades et les animaux sains est étroit. Donc, c'est pratiquement une maladie dont la promiscuité favorise la transmission. Toutes mes excuses. En ce qui concerne le mode de transmission indirect, il faut dire que l'eau, les aliments, les mangeoires, les abreuvoirs et même la litière souillée interviennent dans la contamination indirecte. Toutefois, cette contamination par la litière souillée est limitée car le virus est très fragile dans le milieu extérieur. Parlons à présent de la symptomatologie. La période d'incubation varie de 2 à 6 jours. Après cela, apparaît une forte fièvre pouvant aller de 40 à 41 degrés. Les animaux touchés semblent très abattus, ils sont somnolents, ils ont les poils hérissés et ils donnent un aspect ébouriffé. Bref, l'état général de l'animal est critique. Après les 2 jours apparaissent des muqueuses buccales et oculaires qui deviennent rouges, autrement dit congestionnées. Des écoulements qui mouillent la face de l'animal jusqu'à la mâchoire. Ces écoulements sont initialement comme de l'eau, autrement dit, ils sont séreux. Et puis, ils vont devenir muqueux et voire même mucopurulents. Ils sont tellement épais qu'ils collent les paupières des yeux des animaux. Ils obstruent les voies nasaux, rendant la respiration difficile. Autrement dit, les animaux vont présenter une dyspnée respiratoire. Il est souvent fréquent d'observer des diarrhées, sinon l'évolution va aller vers la mort avec un taux de mortalité élevé. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons la muqueuse oculaire qui est très congestionnée. L'écoulement, il a dépassé la phase séreuse et nous voyons la phase muqueuse ou la phase mucopurulente. Là, nous avons
un larmoiement qui a mouillé complètement la joue, si bien que nous voyons sur la joue des écoulements. Au niveau du jetage, le jetage est mucopurulent au point qu'il obstrue les voies nasales et rend la respiration difficile. Sur le plan lésionnel, nous voyons au niveau de la gencive des nécroses gingivales. On peut observer les trains postérieurs qui sont souillés car c'est une maladie qui peut provoquer de la diarrhée. Dans la forme subclinique, eh bien, on peut observer des nodules autour du nez des petits ruminants. Parlons à présent de lésions. On peut observer des lésions érosives au niveau des angives, au niveau des gencives, autant pour moi, au niveau du palais, de la langue, des joues et de l'œsophage. On peut observer les lèvres qui sont enflammées avec des érosions et il est possible de voir, dans les cas avancés, carrément des croûtes ou des nodules au niveau des lèvres. Pratiquement comme s'il s'agit de l'ectyma contagieux, sauf que l'ectyma contagieux est plus proche de la variole ou de la clavellée. Et au niveau des cavités nasales, la paroi est congestionnée, il y a un exudat séreux, voire même muqueux qui est jaunâtre avec des lésions érosives. Des lésions de pneumonie, là nous avons un poumon, là nous avons les côtelettes. Voilà la partie antérieure des poumons, ici ce sont les lobes postérieurs et nous constatons des taches rouges et deux fois même des indurations au niveau des poumons. Nous avons la congestion des lobes antérieurs, là c'est un poumon. En principe, le tissu parenchymateux d'un poumon, il est souple, il est élastique, comme dans le cas d'un emphysème. Et là, nous avons les lobes antérieurs qui sont complètement congestionnés. Là, nous avons des stries hémorragiques au niveau du gros intestin. Et là, nous avons les intestins. Et là, c'est le point d'abouchement de l'intestin au gros intestin. Et là, nous avons l'appendice. Dans le cadre de l'appendicite, eh bien, c'est au niveau de l'appendice qu'il peut avoir une perforation et on va faire une exérèse suivie d'une suture ou d'une entérosynthèse. En ce qui concerne le diagnostic différentiel, il faut distinguer la peste des petits ruminants avec la fièvre catarrhale du mouton qu'on appelle la bloutongue, mais aussi et surtout avec l'ectyma contagieux. Ensuite, quand concerne les aspects sur la dyspnée, on peut la confondre avec la pasteurellose et avec la pleuropneumonie contagieuse caprine. Et ensuite, concerne les signes cliniques relatifs à la diarrhée, on peut confondre ça à la coccidiose, mais aussi aux infestations intestinales dues à des vers intestinaux, sauf qu'à ce niveau, la coprologie permettra de mettre en évidence les vers intestinaux. Il faut dire que c'est une maladie légalement contagieuse à déclaration obligatoire. C'est une maladie virale, donc il n'y a pas de traitement. Le foyer de la maladie sera isolé. Les animaux malades et les animaux en incubation et même les animaux sensibles seront abattus par un stamping out et puis les propriétaires seront indemnisés. Ensuite, concernant la confirmation biologique, on peut faire la détection des antigènes du virus grâce à un test d'immunodiffusion sur gelose. On peut faire aussi des tests d'immunocapture pour mettre en évidence les antigènes par ELISA. Mais aujourd'hui, il y a la rétrotranscriptase polymérase chain reaction qui permet de transformer l'ARN viral en ADN et puis l'amplifier grâce à des primers spécifiques et observer l'ADN amplifié sur un gel d'électrophorèse. On peut aussi faire une real-time PCR et là, on verra carrément, séance tenante à temps réel, l'amplification du génome du virus. Sur le plan de la culture, on peut faire l'isolement sur des cellules viraux où on observera l'effet cytopathique, autrement dit les lésions que le virus peut engendrer au niveau des cellules viraux de la culture. Et enfin, on peut faire de la sérologie pour la détection des anticorps et pour cela, on peut faire une ELISA ou bien une séroneutralisation. En ce qui concerne les prélèvements, on peut faire des écouvions, on peut prendre des morceaux de gencives
ou bien des morceaux d'organes. Et parmi les organes, il y a les ganglions médiastinaux ou mésentériques, une portion de la rate ou des poumons. On peut faire des prélèvements sur un tube à anticoagulant ou sur du tube sec pour la sérologie. Tous ces échantillons seront correctement conditionnés et envoyés au laboratoire central de l'élevage pour confirmation. En ce qui concerne la prévention, il y a deux préventions, la prévention sanitaire et la prévention médicale. Lorsque nous sommes dans une zone infectée, il faut isoler les malades, il faut déclarer le foyer, il faut faire le stamping out, il faut délimiter les zones et les périmètres en distinguant le foyer, un périmètre autour du foyer et une troisième zone correspond à un deuxième périmètre où on peut faire la vaccination. Au niveau de la deuxième zone, on interdit les marchés, les regroupements, les foires afin d'éviter la contamination. En ce qui concerne la prophylaxie médicale, il faudrait qu'il existe un vaccin contre la peste des petits ruminants. C'est un vaccin lyophilisé qui peut être préparé à partir du virus homologue. Autrement dit, lorsque la maladie est déclarée, on prélève des échantillons et la souche pourra être utilisée pour la production d'un vaccin. En ce moment, l'efficacité est beaucoup plus importante. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre du module relatif à la peste des petits ruminants. Sur ce, je vous remercie et je ne cesserai pas de vous demander de soutenir votre chaîne, de liker, de vous abonner, de la partager avec tous nos confrères et nos jeunes qui sont dans les écoles vétérinaires, avec les confrères qui sont sur le terrain afin de pouvoir mettre en évidence rapidement les foyers de peste de petits ruminants, car c'est une entrave au commerce international et par conséquent, nous devrons faire reculer cette maladie en assurant non seulement une bonne vaccination, mais aussi et surtout en assurant l'élimination des foyers de peste de petits ruminants. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.